Bon, on a parlé politique, on a parlé économie, anthropologie, mais on n'a pas parlé morale. Est-ce que la décroissance, au fond, c'est pas une morale? Bah, ça ne m'ennuie pas de répondre que oui. Et en tout cas, sans dire que la décroissance est une morale, il y a une dimension morale dans la décroissance. Alors, pas la morale peut-être comme on l'entend habituellement. On entend par morale une sorte de moralisme descendant qui imposerait de façon pas du tout autonome un ensemble de valeurs. C'est pas ça la morale. Enfin, je ne crois pas que ça soit la morale. Mais il n'y a pas que des morales descendantes. Ce que par exemple Orwell, repris par Jean-Claude Michéa, appelle la décence commune, la morale de ça ne se fait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la morale descendante qui vous dit ce qu'il faut faire. C'est juste, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de mal se conduire, de ne pas se respecter, de ne pas coopérer, de ne pas partager. Ça ne se fait pas. Donc, moi, il ne m'ennuie pas, rien qu'au nom de la décence ordinaire, la common decency, de dire qu'il y a une dimension morale de la croissance. Mais on peut même aller plus loin. La morale est constituée de valeurs. Est-ce qu'il y a des valeurs de la décroissance? Est-ce que l'on pourrait, comme cela, construire des valeurs de la décroissance? Un jour, lors d'une rencontre entre décroissants, nous nous étions posé cette question. Et nous étions partis, en fait, d'une question pas tellement morale. On était quand même partis des questions des valeurs, mais pas d'un point de vue moral. On avait repris la devise de la République. La République française. Liberté, égalité, fraternité. On en a discuté, et puis on s'est aperçu que c'était pas mal, mais c'est quand même très largement repris. La liberté, quand c'est la liberté, comment dire, du renard dans le poulailler. L'égalité, quand c'est juste l'égalité des chances, avant que la course continue. La fraternité, quand c'est juste la charité que les plus riches font aux plus pauvres. On voit bien que c'est pas quelque chose qui est forcément toujours parfaitement défendable et qu'il ne suffirait d'évoquer comme cela des grands termes pour que l'adhésion se fasse. Et donc nous avions réfléchi, mais on s'était quand même aperçu que dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, il y avait quand même il y avait de l'ordre. La liberté était quand même quelque chose qui permettait peut-être un juste respect accordé à chacun d'entre nous. L'égalité fait que l'un ne devait pas être au-dessus de l'autre. Et au fond, on voit bien qu'il peut y avoir des tensions entre liberté et égalité. Trop de liberté, c'est d'inégalité. Trop d'égalité, c'est peut-être moins de liberté. Et que la fraternité, elle peut venir aussi, venir synthétiser les tensions qui pourraient exister entre liberté et égalité. Et donc on s'était aperçu que quand même le triptyque, les termes n'étaient pas le bon, mais qu'il y avait quand même une sorte de dynamique qui n'était pas mauvaise. Et donc nous nous étions posé à ce moment-là la question, est-ce que on ne pourrait pas trouver en quelque sorte des équivalents décroissants de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Et surtout, est-ce qu'on devrait les conserver dans le même ordre? Est-ce qu'on devrait les conserver dans le même ordre? Et c'est là où on s'était aperçu que non, il ne fallait peut-être pas les conserver dans le même ordre. Peut-être qu'il fallait mettre en premier une revendication d'égalité que nous préférerions appeler à ce moment-là une exigence de sobriété. On l'a déjà évoqué. La sobriété, c'est qu'on reste sous les plafonds. Mais qu'à partir du moment où tout le monde a dépassé le plancher, que personne ne dépasse le plafond pour vivre dans un espace commun. Donc il y a là une sobriété qui est un appel aux limites, à l'auto-limitation, qui nous convient tout à fait. La liberté, encore une fois, vu la domination que les libéraux exercent sur le concept, difficile de prétendre à ce point-là défendre la liberté en tant que telle. Pourtant, on voit bien qu'il y a des dominations, on voit bien qu'il y a des exploitations, on voit bien qu'il y a des aliénations. Et on voit bien que ces dominations, ces exploitations et ces dominations, il faut s'en libérer. Mais il y a un mot pour définir cette libération-là, c'est l'émancipation. Émancipation aussi bien individuelle que collective, qui signifie tout simplement l'organisation de la lutte contre les aliénations. Le fait que nous menons une vie qui n'est pas véritablement la nôtre, que nous avons des désirs qui ne sont pas véritablement les nôtres. Il y a là effectivement une revendication d'émancipation, et de ce point de vue-là, la décroissance peut parfaitement être une demande d'émancipation. Maintenant, entre l'émancipation et la sobriété, il peut y avoir des tensions, comme il peut y avoir des tensions entre la liberté et l'égalité.
Il peut y avoir des tensions parce qu'on voit bien qu'on va s'émanciper peut-être des limites. On va retrouver la porte. C'est pourquoi il nous semblait qu'il fallait retrouver l'équivalent de la fraternité, et nous l'avons tout simplement mis sous le nom de partage. Sous le nom de partage. Alors cela a été plus loin que simplement le choix du mot partage, parce que cela a obligé à réfléchir à ce que nous appelons partager. C'est là où nous nous sommes aperçus que la plupart du temps, le partage est mal compris. C'est-à-dire qu'il est compris d'une façon libérale, ou il est compris d'une façon croissanciste, ou il est compris d'une façon propriétariste. J'ai un gâteau, tu n'as pas de gâteau, puis alors comme je suis généreux, je partage mon gâteau avec toi, et je te donne une part de mon gâteau. Ça, c'est la conception propriétariste du partage. J'ai une propriété, tu n'as pas de propriété, et je te donne une part. Sauf qu'il y a une autre façon de partager. La première façon de partager, c'est tout simplement je te donne une part de mon gâteau et tu me dis merci. Puis il y a une autre façon de partager. Je m'aperçois que le gâteau que j'ai intégralement à moi, je me le suis approprié. Mais que ce gâteau, il résulte en réalité de la totalité de la vie sociale et de la totalité de la communauté. En réalité, même si c'est moi qui ai fait le gâteau, c'est pas moi qui ai fait la farine, c'est pas moi qui ai fabriqué le couteau avec lequel j'ai coupé le beurre pour mettre dans le gâteau. Et en réalité, il n'y a pas de production réellement individuelle de la richesse. Il n'y a jamais qu'une production commune. Ou pour le dire, comme je le disais dans un propos précédent, de la même façon que la société précède l'individu, le commun précède le privé. La propriété commune précède la propriété privée. Et donc, en réalité, quand j'ai un gâteau et que j'en t'en donne une part, ce n'est pas du tout moi qui cède une part de ce dont je suis le propriétaire, c'est tout simplement toi qui récupères une part de gâteau, et moi j'en ai une autre part, et nous devons avoir une part égale, qu'en réalité nous possédons en commun. Le partage, ce n'est pas du tout la charité que des propriétaires font à des non-propriétaires, c'est tout simplement le partage que des propriétaires en indivision, les propriétaires indivis, on dit en droit, partagent une propriété qui est commune. Alors à ce moment-là, effectivement, les valeurs de sobriété personnelle, accouplées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des dépenses collectives, émancipation pour se libérer des aliénations qui ne manqueront pas d'apparaître tout simplement à cause de ce qu'on évoquait aussi, les sources de violence, cette violence interpersonnelle qui ne peut pas ne pas naître et qui vont créer des dominations, ou en tout cas des tentatives d'aliénation, des tentatives d'exploitation et des tentatives de domination. Alors nous devons en amont anticiper de façon préventive, faire un combat d'émancipation et donner valeur à l'émancipation. Partage, comme je viens de dire, moi j'aime bien dire, c'est notre façon, à nous, les décroissants, d'être communistes. On avait terminé les discussions sur ces trois valeurs, puis on s'est aperçu qu'il en manquait une. Qu'il y en avait une qui ne rentrait pas dans le, le copier pas collé, tout à fait, le copier décollé de la devise républicaine, et c'était la convivialité. C'est-à-dire quelque chose qui va exister entre des gens qui valorisent l'émancipation, la sobriété et le partage, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il manquait une valeur qui véritablement désigne ce qu'il y a entre les gens, ce qui est interpersonnel, intersubjectif, qui est dans l'interlocution, qui est dans l'interaction, qui est entre nous. Et non pas entre nous au sens où c'est au milieu de nous, mais au sens où nous sommes dans son milieu. C'est vraiment une idée tout à fait importante. Et il nous a semblé que la convivialité était exactement le terme qui convenait. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'au sens le plus simple, la convivialité, c'est un bon repas. Fait avec des amis, fait avec des copains, c'est-à-dire des gens avec qui je partage le pain, le copain. Et que qui ne s'est jamais aperçu qu'il est plus agréable de manger à plusieurs que tout seul ? Qui ne s'est jamais aperçu que les aliments ont de meilleur goût quand je mange à plusieurs que tout seul ? Qui ne s'est jamais aperçu que l'on mange de meilleur appétit quand on mange ensemble que quand on mange tout seul ? Et la convivialité, au fond, c'est typiquement la valeur que nous vivons, que nous ressentons quand nous mangeons ensemble. C'est-à-dire quand nous permettons, manger, c'est quoi ? C'est l'activité qui permet à notre vie de continuer à se reproduire.
Donc, de ce point de vue-là, la convivialité, dans un premier sens, elle est essentielle à la décroissance. Et puis, on sait peut-être que quelqu'un que les décroissants aiment beaucoup, qui s'appelle Ivan Illich, a écrit tout un livre sur la convivialité, dans lequel, au premier sens, ce n'est pas cela qu'il appelle convivialité. Ce qu'il appelle convivialité, qui porte avant tout sur l'outil convivial, c'est l'outil qui n'est pas réservé dans son utilisation, dans sa réparation, dans sa maintenance, à des experts. C'est-à-dire, c'est l'outil qui permet véritablement à chacun d'entre nous de partager des moments. On prend un dernier exemple, et je vais finir là-dessus. La 4L est une voiture conviviale. La voiture aujourd'hui, où il faut brancher une clé USB pour avoir un diagnostic et que même le mécanicien ne peut pas réparer s'il n'a pas le bon logiciel, n'est pas une voiture conviviale. Une voiture n'est pas en elle-même pas conviviale. Une 4L, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas très vite, qu'on peut réparer, où on va être tous ensemble, où on ne va pas aller très loin, on va aller plutôt lentement. Si en plus on fait du covoiturage et que c'est une propriété collective, c'est tout à fait un outil convivial pour une société conviviale de décroissance. Vive la 4L.